Pemium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité, présente Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet, Philippe David. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser Investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Je suis une nouvelle fois accompagné de Thomas Binet et d'Alexandre Stachenko, directeur de la stratégie chez Pemium. La semaine dernière, vous nous parliez de l'histoire de la monnaie. Ben oui, absolument Philippe, et aussi de l'inflation, qui est aujourd'hui une norme, et nous avions terminé sur une assertion d'ailleurs assez ambitieuse de la part d'Alexandre, selon laquelle la Première Guerre mondiale a marqué le début du siècle de l'inflation. Ça n'existait pas l'inflation avant cela, Alexandre ? Alors, parmi la soixantaine d'épisodes d'hyperinflation connus de l'histoire, tous, sauf un, ont eu lieu après la Première Guerre mondiale. Et même en dehors de ces épisodes extrêmes, je vais vous raconter une anecdote qui va permettre de comprendre l'incongruité de l'inflation pour la majeure partie de l'histoire de l'humanité. Lorsque les Espagnols revinrent du Nouveau Monde avec une quantité astronomique d'or et d'argent, ils ont tellement bouleversé le système de prix européen que l'on parle de cette période comme de la révolution des prix. Mais de combien les prix ont-ils été modifiés pour que l'on parle de révolution, justement ? Eh bien, en moyenne, de 2% par an. Oui. Vous avez bien entendu, ce qui est aujourd'hui la cible d'inflation normale des banques centrales dans le monde était considéré il y a quelques générations comme étant absolument extraordinaire. La Première Guerre mondiale a complètement détruit l'étalon de référence de mesure de la valeur de l'humanité, à savoir la monnaie, et a inventé l'inflation. Mais après la guerre, pourquoi les États ne sont pas revenus à l'étalon or ? Parce que la marche était trop haute. Rendez-vous compte, en temps normal, sous l'étalon or, la quantité de monnaie disponible était censée croître à la même vitesse que le PIB. Et là, entre 1913 et 1921, alors que le PIB britannique avait diminué de 5% avec la guerre, la quantité de monnaie disponible, elle, avait triplé. Revenir à une situation monétaire saine aurait exigé de diviser par 3 le pouvoir d'achat de tous les citoyens. Et la Deuxième Guerre mondiale n'arrangea pas les choses, je suppose. Même scénario. Mais à la sortie du conflit, les États-Unis, grands vainqueurs, imposèrent ce que l'on a appelé par la suite le système de Bretton Woods. Et en quoi consiste ce système ? Dans ce système, le dollar est la seule monnaie convertible en or et les autres monnaies, elles, sont indexées sur le dollar. Les États-Unis venaient d'accaparer un pouvoir absolument immense, car en contrôlant la monnaie, ils contrôlaient le sang de l'économie mondiale. Mais l'engagement des États-Unis vis-à-vis du reste du monde était donc de préserver un stock d'or équivalent à la valeur des dollars émis. La promesse a-t-elle été tenue, Alexandre ? Eh bien, la tentation était trop forte de manipuler la monnaie mondiale à leur seul profit. Les États-Unis se lancèrent simultanément dans une politique intérieure de programmes sociaux coûteux et dans une politique extérieure très volontariste afin de contenir l'expansion du communisme. En 1971, les États-Unis possèdent un stock de 11 milliards de dollars en or, mais ils avaient émis 70 milliards de dollars pour le reste du monde. Et donc les États-Unis avaient créé 7 fois plus de monnaie qui ne leur était théoriquement autorisée. Les autres pays étaient-ils au courant de cette situation ? Certains pays, oui, conscients qu'il n'y avait pas assez d'or pour honorer les promesses, eh bien, tout simplement, commencent à rapatrier leur stock d'or. La France avait même envoyé sa marine de guerre à New York pour récupérer son or. La situation est intenable et le président américain Nixon décide de trahir la confiance du monde entier en 1971 en suspendant la convertibilité du dollar en or. Le dollar s'effondre, les prix s'ajustent en explosant à la hausse. C'est le premier choc pétrolier et la fin des 30 Glorieuses. Et c'est ainsi qu'on est arrivé à l'euro et aux autres monnaies modernes qui sont des monnaies fiduciaires. Tout à fait, Thomas. La situation actuelle est similaire à celle ayant suivi la Première Guerre mondiale. Personne n'est prêt à diviser par 3 ou 4 son niveau de vie pour revenir à une situation saine. Alors, on poursuit la situation en repoussant le fardeau aux générations futures. Voilà le système dans lequel nous vivons encore aujourd'hui. Depuis 1971, la monnaie n'est basée sur rien et plus rien n'empêche les États de s'adonner à des folies dépensières irresponsables. Les prix à payer, eh bien, c'est l'inflation. La perte de pouvoir d'achat permanente de la monnaie qui ruine les épargnants. Et les épargnants, eh bien, c'est nous tous. Évidemment, ça conduit à chercher des alternatives. Si la monnaie ne préserve plus le pouvoir d'achat, qu'est-ce qui peut le faire ? C'est la question en or, si je peux me permettre, et Bitcoin peut faire partie de la réponse. Merci Alexandre pour toutes ces précisions historiques. Nous vous retrouvons mercredi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Et on vous retrouve, Thomas, dimanche 9h30 dans le Grand Matin Week-end. Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet, Philippe David. Avec Pemium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité.